On est là pour parler de quelles alternatives à ce qui existe, à ce qui se passe, aux politiques en place et à leur succès ou inconvénients. Alors je voudrais rappeler que les politiques auxquelles sont soumis les agriculteurs des quatre coins du monde depuis une trentaine d'années sont des politiques qui ont aboli pratiquement les politiques agricoles favorables au développement des exploitations familiales et paysannes qui avaient été mises en place au lendemain de la guerre, qui avaient permis d'aboutir à des grands succès en matière agricole, sociale, au cours des années 40, 45, 50, 60, 70. Ces politiques avaient commencé en 1945 par la réforme agraire instaurée dans les pays où les inégalités foncières étaient énormes. On avait fait la réforme agraire en Allemagne de l'Ouest, je ne parle pas de l'Est simplement, en Italie, on avait fait la réforme agraire au Japon, quelques années plus tard en Corée, à Taïwan, et puis dans bien d'autres régions du monde. Donc les politiques agricoles des pays occidentaux, disait-on à l'époque, étaient des politiques très très favorables au développement de l'agriculture familiale. Suite aux réformes agraires, on avait des politiques de structure qui facilitaient l'accès à la terre à, sinon la totalité, du moins la majorité des agriculteurs familiaux. Et on avait des politiques de formation, de recherche favorables au développement des agricultures familiales. Et surtout des politiques de prix correspondant au niveau de productivité dans les différents pays. On avait des politiques agricoles favorables. 30 ans après, dans les pays qui avaient le mieux appliqué ou le plus appliqué ces politiques, il n'y avait pratiquement plus de chômeurs. La faim avait disparu. En 1945, les trois quarts des pays qui appliquaient ces politiques étaient encore dans des situations de rationnement alimentaire. La pauvreté avait disparu, la faim avait disparu. Pratiquement tout le monde avait une éducation, accès aux soins, etc. Dans les années 70, arrive une rupture avec les politiques dites de Bretton Woods, c'est-à-dire on abolit la relation dollar, etc. On favorise la circulation des capitaux, ce qui fait qu'il va y avoir des délocalisations industrielles, etc. Je passe. Et on imagine même de négocier au GATT les questions agricoles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les questions agricoles étaient la prérogative de chaque pays. Et dans chaque pays, on pouvait faire des politiques foncières, des politiques de prix qui étaient favorables aux agricultures familiales ou pas. Bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul, la libéralisation des politiques agricoles. C'est-à-dire, en fait, l'abandon des politiques favorables aux agriculteurs familiaux et paysans des quatre coins du monde. Ça n'avait pas été appliqué partout, tout le monde le sait, mais là où on l'avait fait, ça marchait quand même assez bien. On avait peut-être fait des erreurs sur le plan de la recherche et des orientations du développement sur le plan agroécologique. C'est clair qu'on avait mis l'accent sur l'agromécanique et l'agrochimie. Et il n'est pas question aujourd'hui, évidemment, de refaire les mêmes erreurs, il faut même les corriger. Donc, à partir des années 80, avec les plans d'ajustement structurel, puis l'Uruguay-Round, puis les accords de Marrakech, petit à petit, on a complètement aboli, et pratiquement tous les gouvernements du monde, à quelques rares exceptions près, ont été les complices de ça, ou les acteurs de ça. On a aboli les politiques agricoles favorables aux agricultures familiales. Et on a mis en place une politique agricole libérale globalisée qui a favorisé le retour en force de l'agriculture capitaliste à salariés, qui bien entendu, c'est pas développé n'importe où, n'importe comment comme ça. Les investisseurs, qu'ils soient compétents en agriculture ou pas, ils pouvaient se payer des ingénieurs s'ils n'étaient pas eux-mêmes compétents, ils se sont mis à acheter des terres par milliers, centaines de milliers, voire millions d'hectares dans les pays à très bas prix de la terre et à très bas salaire. Utilisant les techniques les plus efficaces, entre guillemets, mises en place dans les années antérieures, ils ont créé une agriculture qui produit, grosso modo, les matières premières agricoles à moitié prix de ce que peuvent faire les agriculteurs nord-américains ou européens et à quart de prix ou sixième de prix de ce que peuvent faire les paysans travaillant à la main ou en traction animale aux quatre coins du monde. Alors, cette politique-là, c'est une machine à fabriquer de la pauvreté paysanne. Il y a 3 milliards de gens qui
n'ont pas les moyens ou de produire ou d'acheter ce qu'ils consomment dans le monde. 80% sont des ruraux. Et les 20% qui ne sont pas des ruraux sont des urbains, des périurbains, des gens qui habitent les bidonvilles, qui sont presque tous d'ex-paysans, chassés de leurs terres par la pauvreté, etc. Autrement dit, la renaissance d'une agriculture capitaliste, qui est exactement l'inverse de ce que voulaient les gouvernements, je dis bien occidentaux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui venaient de vivre un bon demi-siècle de guerre mondiale, de totalitarisme et de crise. Cette politique-là, même si elle n'est pas à refaire telle qu'elle, je dirais qu'il faut arrêter la politique globale de libéralisation des politiques agricoles qui ne favorise que le retour en force de l'agriculture capitaliste à salariés délocalisés dans les pays à bas prix de la terre et à bas prix de la main-d'œuvre, qui est en train de ruiner 1,4 milliard d'actifs agricoles qui, eux, n'ont pas la possibilité de se faire. Rétablir donc des politiques agricoles favorables aux agricultures familiales. Commencer par arrêter les acquisitions de terres à grande échelle au détriment des populations locales. Mais une fois qu'on a recréé des entreprises capitalistes ultra performantes, surtout basées sur les bas prix de la terre et les bas salaires, qui ruinent les 3/4 des paysans du monde. On fabrique ainsi une crise économique globale mondiale qui n'est finalement dans l'intérêt qu'un très très petit nombre d'actionnaires des grandes sociétés internationales, du land grabbing, etc. La politique de libéralisation des politiques agricoles, c'est devenu l'ennemi de pratiquement la totalité de l'humanité. Alors il faut que tous les paysans du Sud, qui le savent, se battent, mais il faut que les agriculteurs du Nord, qui le savent quand même un peu moins bien, s'allient à eux clairement et qu'ils ne s'allient pas aux néo-capitalistes agraires qui sont en train de ruiner l'économie mondiale. On est à un taux de croissance qui est en train de friser zéro à l'échelle globale. La crise du système, la crise économique, on vient de le dire, mais la crise politique aussi. On ne sait plus gouverner, on ne sait même plus maintenir une sécurité à l'échelle mondiale. C'est l'avenir de l'humanité qui est là. Et ce que ne savent pas nos gouvernements, ce que ne savent pas les économistes qui les conseillent, c'est que la clé du problème, elle est en fait agricole et alimentaire. Merci de votre attention.